Bonjour et bienvenue au Forum Radio Giton. Vous êtes l'invité Olivier Dussopt, bonjour. Bonjour. Alors les 2 premières semaines d'examen du projet de réforme des retraites ont donc secoué l'Assemblée nationale à coups de propos enflammés, d'invectives, de menaces, d'insultes et d'interruptions aussi de séances à répétition. Le tout sans permettre l'examen de l'article 7 qui instaure le report de l'âge de départ à 64 ans. Dans les partis, les divisions sont apparues au sein de la NUPES, mais aussi à LR, où Aurélien Pradier a été démis de ses fonctions de numéro 2 pour avoir dévié de la ligne pro-réforme définie par Éric Ciotti. Alors que fera l'opinion publique de tout cela? Quel bilan tirer de ces 2 semaines de débat, ou plutôt de non-débat à l'Assemblée? Quelle suite et quel aboutissement pour la réforme des retraites? Est-ce que désormais tout va se passer au Sénat à partir du 2 mars ou dans la rue à partir du 7 mars, décrété jour de blocage du pays par les syndicats et par la NUPES? Mais pour commencer, Olivier Dussopt, une question personnelle. Est-ce qu'on sort indemne? Est-ce que vous êtes sorti indemne de ces 2 semaines de débat au cours desquelles vous avez été menacé, insulté? Un député LFI, faut-il le rappeler, vous a traité d'assassin et d'imposteur, d'autres de menteur. Un autre a piétiné un ballon à votre effigie, à celle du président de la République. Indemne, non. Et ma voix le laisse entendre puisque j'ai laissé une partie de mes cordes vocales dans le débat. Mais Alors il y a les cordes vocales et il y a le reste. c'est pas parce qu'on sort avec beaucoup de fatigue au bout de 15 jours qu'on n'en sort pas renforcé. Renforcé dans la conviction et puis renforcé aussi par l'unité de la majorité, l'unité du gouvernement, mais l'unité de toute la majorité, de tous les députés, en soutien à cette réforme. Donc c'est un débat qui est violent, qui est difficile. Et je crois que la violence, c'est une marque de fabrique, notamment de LFI, avec la volonté d'exacerber les clivages, la volonté de conflictualiser les différences. Je pense que c'est pensé que Jean-Luc Mélenchon l'avait dit il y a plusieurs mois déjà, en considérant que la conflictualisation, mais c'est un synonyme de la violence en réalité, était une stratégie politique. Et je Avec pense quel que but? Quel objectif? le but, je pense que c'est à la fois de délégitimer ceux qui ont des responsabilités, délégitimer les institutions dans une espèce de pseudo-mouvement révolutionnaire. Il n'y a pas d'autre volonté que de blesser et d'abîmer. C'est Robespierre ou Et c'est d'ailleurs, Robespierre avait peut-être du talent. C'était quelqu'un d'une grande violence. D'ailleurs, ça s'est mal terminé pour lui, à tout point de vue. Mais on entend souvent cette inspiration-là. On entend chez de jeunes députés LFI une espèce de culte de Robespierre. Bon, peut-être qu'à un moment ou à un autre, il faudra effectivement le rappeler comment... Qui a été l'épisode cité, s'est je crois, dans terminé. l'hémicycle, par un Oui, député. à plusieurs reprises. Mais il y a vraiment une volonté de faire mal aux institutions et parfois de faire mal aux êtres. Et aux élites? Et non aux êtres, parce que finalement, tous ces gens-là donnent des grandes leçons de classe populaire, de représentation du peuple. Ils ne représentent pas plus le peuple que les autres, loin s'en faut. Tout le monde est légitime dans l'Assemblée nationale. Et quand on regarde leur parcours, quand on regarde leur profil, on s'aperçoit bien souvent, ils ne connaissent des classes populaires que ce qu'ils ont appris dans des manuels de sciences politiques au cœur du 7e arrondissement. Moi, ce que j'en connais, c'est mon expérience de maire et mon expérience personnelle. Et alors, vous avez souffert des attaques dont vous avez été l'objet? Et elles sont faites pour ça. Mais Elles sont vous faites- avez souffert? Ah oui, c'est blessant. Ouais. C'est blessant quand on vous traite d'assassin dans un hémicycle, c'est blessant. C'est le mot de trop. Et c'est même un des mots de trop. Mais c'est fait pour blesser. L'essentiel, c'est de repartir. Je disais que j'avais été maire, je suis élu en Ardèche depuis 2007. En Ardèche, il y a beaucoup de chasseurs. On pense ce qu'on veut de la chasse. Mais il y a un principe chez les chasseurs, c'est de toujours faire attention aux animaux blessés. Ils sont souvent plus dangereux à ce moment-là. Et vous êtes un animal blessé qui peut être plus dangereux? Blessé, je sais pas, j'ai cicatrisé, on va dire. Cicatrisé, Mais, mais vous avez dit d'ailleurs à Mais la Saint-Toul, cicatrice, ça laisse une trace dans la mémoire. ça laisse une trace dans la mémoire, vous avez dit au député Saint-Toul LFI qui vous a traité d'assassin, ça ne se pardonne pas. Je confirme. Est-ce que ça s'oublie ou est-ce que ça laissera une blessure en vous? Ça ne se pardonne pas. Et quand on ne pardonne pas, on n'oublie rien. On n'oublie rien. Et alors, je vous cite une phrase. D'accord, Saint-Toul n'aurait pas dû parler comme ça. Saint-Toul, le député, quelle misère. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a ironisé ainsi. Et il a estimé ensuite qu'il y avait une part de vérité dans ce qu'il disait, son député Saint-Toul. Il précise, Mélenchon, les accidents du travail arrivent 4 fois plus souvent quand vous bossez après 60 ans. Et puis, même son de cloche du côté du patron, du coordinateur des LFI, Manuel Bompard, qui a reconnu, je le cite, une erreur sous la forme, tout en estimant que sur le fond, son collègue Saint-Toul a dit quelque chose qui est juste concernant les accidents du travail. Qu'est-ce que ça vous inspire? 2 choses. La première, c'est que ça me confirme dans le fait que je n'ai pas accepté les excuses de ces gens-là. Et encore moins à pardonner, puisqu'en réalité, ils pensent tout ça. Et la deuxième chose, c'est... Il pense que vous êtes un assassin, quoi. Visiblement, donc je les laisse à leurs appréciations. Mais la deuxième chose, c'est ce que je disais il y a un instant.
C'est une volonté de conflictualiser et une volonté de mettre de la violence partout. C'est l'opposé de ma vision de la vie politique. Je fais de la politique depuis longtemps. J'ai toujours considéré que les débats les plus intéressants étaient souvent les plus difficiles. J'aime beaucoup être challengé, j'aime beaucoup aller au fond des choses. Et ça ne me pose aucune difficulté de dire à un de mes interlocuteurs que finalement il a raison et que j'étais convaincu. Et j'essaye aussi de convaincre. Mais entre convaincre, échanger des arguments, parfois avoir même des arguments incisifs, durs, et vouloir pousser quelqu'un dans ses retranchements, et puis faire preuve de violence et d'irrespect, il y a un fossé entre les deux. On peut être en profond désaccord, tout en se respectant. Je dis parfois en souriant qu'on a même le droit de s'engueuler sans se fâcher. Parce que c'est le débat politique. Hein. C'est le débat. Mais il y a toujours une ligne rouge qui est le respect des personnes. Et alors, LFI, est-ce que, comme le dit Aurore Berger, c'est la France indigne? Il ne respecte ni les personnes, ni les institutions. Et Aurore a raison lorsqu'elle les La France indigne aussi. Oui. Lorsqu'elle dit qu'il n'y a pas de respect du débat, qu'il n'y a pas de respect des personnes, que ça n'est que vocifération et insultes. Et elle dit que c'est indigne d'une institution comme l'Assemblée nationale. Donc LFI, la France indigne? Aurore a des formules bien tranchées, mais... Ah, vous n'osez pas le dire. Mais en tout cas, on est souvent très très d'accord. Et LFI, c'est une secte? Avec un chef de secte, Mélenchon? Je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, ils lui obéissent au doigt et à l'œil, au tweet et à l'œil même. Au tweet et à l'œil. Et lui, d'ailleurs, des tweets, on les a vus, on a vu Mélenchon donner des ordres à travers des tweets à ses députés. Et reprocher à ses partenaires, en tout cas ses alliés qui sont communistes, le notamment. Parti communiste, d'avoir retiré leurs amendements, alors que le groupe communiste ne soutient évidemment pas la réforme et s'y oppose même mais vous les débattez. De manière extrêmement dure. Mais quelqu'un comme le président du groupe communiste, André Chassaigne, je le connais depuis 2007. Et, vous étiez quelque part dans la même majorité. Oui, et puis on a cheminé, on a été sur les mêmes bancs. Lorsque des incidents ont émaillé le débat, il a pris la parole pour dire que ça n'était pas lui. Il a raison, ça n'est pas lui. C'est quelqu'un de très républicain, très respectueux, avec lequel on peut avoir des désaccords profonds, mais jamais arriver à ces extrémités. Ça manque des élus comme ça aujourd'hui? Bien sûr. Notamment à LFI? Mais je pense que LFI, j'ai en tête ce qu'a dit Alain Duhamel il y a quelques heures ou quelques jours, quand il a dit ce ne sont pas des élus, ce sont des révoltés qui sont là pour renverser une institution. Moi, j'ai parfois la nostalgie, parce que j'ai été élu en 2007 pour la première fois à l'Assemblée nationale. Et lorsque vous arrivez à l'Assemblée nationale, que vous avez 28 ans, c'était mon cas, et que les premiers débats sur la politique étrangère, sur la politique monétaire, sur la politique internationale, vous assistez à des joutes entre, d'un côté, Alain Juppé et Christine Lagarde, et de l'autre côté, Laurent Fabius, Henri Emmanuelli. C'est autre chose. 15 ans après, 16 ans après, vous vous dites que l'Assemblée a malheureusement perdu beaucoup avec le départ de ses hommes d'expérience. Perdu beaucoup de tous les côtés? Certainement. Ouais. Parce même à Renaissance, même dans votre majorité? Renaissance est un jeune parti, avec des gens qui sont, pour certains, nouveaux en politique, mais qui ont une capacité à travailler qui est assez fantastique. Puis avec d'autres plus expérimentés, je revendique en être. Il y en a d'autres, je pense à Éric Woerth, par exemple, qui a été d'un très grand soutien pendant le débat sur la réforme. Mais on ne trouve personne chez nous qui soit aussi exagéré, aussi outrancier qu'on peut en trouver chez les filles. Alors, et la démocratie dans tout cela, qu'est-ce qui va se passer pour la démocratie? Est-ce que l'image du Parlement et des députés est sortie grandie? C'est une question. Au contraire, affaiblie de ces 15 jours de débat, et définitivement. Quand l'Assemblée nationale, à cause de 80 députés, peut-être un peu plus si on met les Verts et quelques socialistes avec, une centaine de députés, ne peut pas débattre. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé dans ce texte? Ce texte, il a 20 articles. Et nous avions 10 jours de séance pour en débattre. C'est très largement suffisant. Tous les autres textes sur les retraites sont passés avec moins de temps de débat. Et en réalité, nous n'avons examiné que 2 articles. Et au total, nous avons examiné, si je puis dire, 2200 amendements sur les 20 000 déposés par la NUPES. Donc il n'y a pas eu de possibilité d'aller au fond des choses, évidemment. Et vous le regrettez, je suppose? Bien sûr. Parce que certains disent, en fait, ça arrange tout le monde. Mais non. Le LFI, parce que comme ça, le gouvernement ne peut pas faire adopter son texte. Le gouvernement et la majorité, parce qu'ils auraient pu échouer. Et LR, parce que pareil, ils étaient divisés sur LFI n'a rien réussi. C'est quoi le bilan des... C'est quoi le bilan de la France Insoumise et de la NUPES à la sortie de ce débat? Pas un amendement adopté. Le texte n'est pas arrêté. Il va au Sénat, dans la forme initiale du gouvernement. La NUPES se fracture. Les communistes disent il faut voir et se parler pour voir si on peut travailler encore ensemble. Même les Verts disent il faut changer la façon de faire. La moitié des socialistes ont déserté les bancs tellement ils avaient honte. Et donc LFI a tout raté dans ce débat, absolument tout. Leur stratégie n'a pas marché.
leur tactique n'a pas marché et ils ont donné la pire image d'eux-mêmes. Par contre, ils ont abîmé l'Assemblée nationale. Maintenant, le texte va continuer. On va aller au Sénat le 2 mars. Et j'ai déjà entendu qu'au Sénat, les oppositions de gauche ont dit on veut se battre contre le texte, mais on veut aller au fond des choses. On va parler du Sénat. On veut tout examiner. Et ça sera un moment de débat. On va parler du Sénat. D'abord, ces 2 semaines de débat avortés, elles vont laisser des traces dans la vie politique française ou pas? Je pense que oui. Aux dépens de la NUPES, aux dépens de LFI, qui ont fait la démonstration à la fois de leur inutilité et de leur capacité à abîmer plus qu'à construire. Est-ce que vous estimez que vos collègues de la majorité, vos collègues ministres, pardon, vos collègues de la majorité ont commis des erreurs pendant ces 2 semaines de débat? La majorité, dans l'hémicycle, les 3 groupes, Modem, Horizon, Renaissance, la majorité a été redoutablement soudée. Les parlementaires étaient tous là. Quand vous êtes le vendredi soir, qu'il est 11h30, minuit, et que sur les 170 députés du groupe Renaissance, vous en avez 170 qui sont présents et qui font bloc, c'est une vraie force, c'est une vraie puissance. Mais des erreurs ou pas? Et je leur en suis très reconnaissant. Mes collègues ont été présents avec moi aussi. Je pense évidemment à Franck Riester pour les relations avec le Parlement, à Gabriel Attal sur le budget. Et tous mes collègues du gouvernement ont fait bloc. Évidemment, à un moment ou à un autre de ces longues semaines, sur un sujet aussi complexe que celui des retraites, on peut à un moment avoir une approximation, on peut se remettre dans les cordes. On peut dire une petite bêtise. Mais le sujet est tellement complexe. Et il y a 42 régimes, et derrière chacun des 42 régimes, il y a des dizaines de différences, de nuances et d'approches techniques. Mais ce qui compte dans une période comme celle-ci, c'est l'unité. Et l'unité était présente. Alors, au passage, une polémique est née, c'est vendredi soir, après que la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, a confondu 2 députés noirs de LFI. La présidente de l'Assemblée s'est adressée à Nadège Abomangoli en l'appelant par le nom de sa collègue insoumise Rachel Keke. Et que lui a répondu la première députée que je viens de citer: tous les noirs ne se ressemblent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle a dit ensuite, elle a tweeté: j'ai recadré, il s'agit du racisme latent et du mépris ordinaire. Vous savez, j'étais présent d'abord, bien sûr, mais si on regarde la vidéo, dans la moitié de la seconde qui suit, Yael Braun-Pivet se confond en excuses en disant pardon, et j'ai fait une confusion, et ça fait 12 heures qu'elle préside dans un Je crois même qu'elle a dit 13 heures. Infernal, et elle a fait immédiatement, elle a présenté des excuses en disant qu'elle était désolée. C'est évidemment, je comprends que la députée concernée s'en offusque parce que c'est blessant, mais je crois qu'il ne faut pas en faire un incident. Les excuses de Yael Braun-Pivet ont été tellement rapides et tellement plus sincères que d'autres excuses qu'on avait attendues qu'il n'y a pas de polémique. Autre chose, votre collègue Franck Riester est devenu la mascotte de la NUPES. On l'a entendu tout au long des débats, il se faisait applaudir, citer, ainsi de suite, suite à ses bourses sur la réforme. D'abord sur les femmes, si vous reportez l'âge légal, bien sûr qu'elles seront pas nisées. Il avait dit ça le 23 janvier, et avant de récidiver le 9 février, en s'engluant cette fois sur le périmètre de la pension minimale à 1 200 €. Il a joué son rôle ou pas, Franck Riester? Oui, une fois oui. Il a été extrêmement présent pour garantir à la fois la mobilisation de la majorité, mais aussi le lien avec des groupes qui sont dans l'opposition, je pense au groupe LR, mais avec lesquels nous avons travaillé pendant ce débat-là. Avec Franck, on se connaît depuis très longtemps. On a été élus en même temps en 2007. Pas dans le même parti, hein? Non. Et il était dans la majorité, moi dans l'opposition. Ensuite, c'est l'inverse. Puis ensuite, on a été dans la même coalition, on est dans la même coalition, autour du président de la République. Et vous êtes battus tous les deux pour le mariage pour tous? Oui, en plus. Et donc, Franck a fait tout ce qu'il fallait faire pour nous aider dans ce débat. Alors, qu'est-ce que ça aurait changé de voter sur l'article 7? D'abord, ça aurait permis d'avoir un débat jusqu'au fond des choses. Et plus que l'article 7, parce que tout le monde focalise sur l'article 7, il y en a 20. L'article 8, c'est les carrières longues. L'article 9, certains ont voulu commencer à débattre. L'article 9, c'est la pénibilité. L'article 10, c'est le minimum de pension. L'article 11, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que ceux qui ont fait des contrats TUC dans les années 80... Bon, enfin, on n'a pas pu débattre de tout ça, mais l'article 7, c'est l'article primordial. C'est l'article sur l'âge. Sur l'âge. Donc, qu'est-ce que ça aurait changé? Quel aurait été votre argumentaire, vos arguments massifs pour défendre le report de l'âge? Même si vous l'avez donné, mais vous imaginez que vous êtes devant les députés, qu'est-ce que vous aurez dit? Aujourd'hui, il faut regarder les choses avec... Et vous allez dire au Sénat dans... Il faut regarder les choses avec beaucoup de pragmatisme. On a un système qui est déstructuré. Et on a un système qui est déséquilibré financièrement. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Parce qu'il faut toujours rappeler que quand on paye des cotisations, on ne paye pas des cotisations pour sa propre retraite. Nos cotisations, elles servent à payer les retraites des retraités. Et demain, ce sont nos enfants qui paieront des cotisations pour nos propres retraites. Dans les années 70, il y avait 3 personnes qui travaillaient, qui payaient des cotisations pour un retraité. Aujourd'hui, c'est 1,7.
Et en 2040, ça sera 1,4. Donc si on est moins nombreux à payer pour plus de retraités, il faut travailler plus, tout simplement. Quelles sont les alternatives? Et en 2 points. Les alternatives et pourquoi notre choix. Les alternatives, c'est de laisser filer la dette. C'est impossible, surtout avec des taux à 3%. L'alternative, c'est de baisser les pensions. Mais baisser les pensions, ça veut dire demander en moyenne 700 € par an et par retraité en 2030. Moi, je ne baisse pas les retraites de 700 € par an. Ça fait plus de 50 € par mois. C'est énorme pour beaucoup de retraités. Et l'autre alternative, c'est d'augmenter les cotisations. Plus de 50 € par mois et par salarié en 2030. Soit c'est l'entreprise qui paye et on crée du chômage, soit ce sont les salariés qui payent et on crée des pertes de pouvoir d'achat. Et donc, nous avons fait le choix du travail. Le plein emploi, parce que c'est travailler tous, et travailler un peu plus, 2 ans de plus, en tenant compte de la pénibilité, en tenant compte des carrières longues. Notre système permet de dégager des recettes. En 2030, ce que nous proposons, l'accélération de la réforme Touraine, les 64 ans progressivement, ça rapporte 18 milliards d'euros. Alors on va y venir tout à l'heure. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a en face de ces 18 milliards d'euros? Il y a un trou, un déficit à boucher, qui fait 13 milliards d'euros. Puis il y a des mesures à payer, des mesures pour augmenter les petites retraites, pour mieux tenir compte de la pénibilité. Si on ne fait pas ce choix-là, on ne fait pas les deux. On ne bouge pas le trou, on ne finance pas les nouvelles mesures. Parfois on m'a dit, mais pourquoi est-ce que vous ne vous contentez pas d'accélérer la réforme de Marisol Touraine? Parce qu'en 2030, cette réforme accélérée, elle rapporterait 4,6 milliards. Le trou, il est 13 milliards. Et puis alors, François Bayrou, il dit, il faudrait peut-être, il avait proposé cette solution d'augmenter légèrement les charges des entreprises. Nous avons toujours considéré que notre... C'est François Bayrou qui est l'un des leaders de la majorité. Et qu'on respecte tous, mais depuis 2017, notre travail, c'est de diminuer le poids des prélèvements obligatoires, parce qu'on fait encore partie du podium mondial. Parce que 1, 2, 3, 4, 5 € par mois, c'est vraiment énorme. Ça peut très vite l'être en effet de multiplication. Et notre majorité est celle qui baisse les impôts, pas celle qui les augmente. Alors, autre question. Vous parliez des carrières longues, on n'a pas très bien compris ce qu'il en sera des carrières longues. 43 ans de cotisation ou pas pour tout le monde, dès lors qu'on aura commencé à travailler à 21 ans ou pas? En fait, ce débat-là est un faux débat. Ah bon? C'est un faux débat parce que tout le monde, et ce qui est paradoxal, c'est quand ce sont des élus de droite qui nourrissent ce débat-là. Alors que la droite a toujours Alors là, c'est Aurélien Pradier que vous citez. Hein, la droite a toujours défendu l'idée même du travail. Ouais. Et en fait, beaucoup sont entrés dans ce débat en considérant la durée de cotisation non pas comme un minimum, mais comme un maximum. Un plafond plutôt qu'un plancher. En fait, quand on se retourne et qu'on regarde les années passées, et qu'on regarde à 20 ans, c'est pas très long, 20 ans à l'échelle d'une vie ou d'une civilisation. Avant 2003, la retraite était à 60 ans, avec 37 années et demie de cotisation. Si vous faisiez des études et que vous commenciez à travailler à 22 ans et demi, après une maîtrise, une licence, vous faisiez 37 ans et demi de travail, puis à 60 ans, vous preniez votre retraite à taux plein. Puis votre voisin de classe, il allait à l'usine à 15 ans. Et lui, il travaillait à 15 ans, il allait jusqu'à 60 ans, comme vous. Et il travaillait 45 Donc il travaillait ans, plus. 45 ans. Il y avait 8 ans d'écart. Toutes les réformes, c'est le cas de la réforme de 2003 qui crée les carrières longues. De 2010 aussi, de 2014, toutes. Elles ont eu un objectif, c'était de mieux tenir compte de ceux qui commencent à travailler tôt. Aujourd'hui, nous sommes allés plus loin. Jusqu'à présent, il y avait 2 systèmes. Ceux qui ont commencé avant 16 ans, ça n'existe quasiment plus, et c'est tant mieux. Il y a combien par an? À peu près une centaine qui partent à la retraite. Parce que quand on dit avant 16 ans, c'est avoir cotisé, c'est-à-dire dûment avant cotisé. La fin de sa 16e année. Oui, mais c'est avoir dûment cotisé 5 trimestres avant 16 ans. Donc c'est vraiment commencer très tôt et suffisamment payé pour valider des trimestres, pour cotiser des trimestres. Et puis un système avant 20 ans, avec le fait que si vous avez cotisé 5 trimestres, vous pouvez partir 2 ans avant l'âge légal. Nous, on a créé un système dans la nouvelle loi pour tenir compte de ceux qui commencent avant 21 ans, pour partir 1 an avant l'âge légal, et tenir compte de ceux qui commencent particulièrement entre 16 et 18 ans. Après, tout le monde nous a dit, mais il y en a qui vont travailler un peu plus que 43 ans. Alors on va poser des questions précises. Non, je vais au bout. Oui, parce que c'est déjà le cas. Aujourd'hui, sur les 800 000 départs à la retraite par an, vous en avez 180 000 qui partent avec plus de trimestres que requis. Et puis on nous a dit, mais attendez, ça veut dire qu'il y en a c'est 43, puis 44, puis 43, puis 40. Mais en fait, ça ne marche, cette démonstration, que dans le cas où on imagine que tout le monde commence à travailler le jour de son anniversaire. Ça n'est pas ça la vraie vie. On commence jamais, vous m'en trouverez toujours un qui a commencé le jour de ses 16 ans, le jour de ses 17 ans. Mais dans la vraie vie, on commence à travailler quand on a un contrat de travail. Plutôt d'ailleurs en septembre. Hein. Quand on signe un contrat d'apprentissage. Ouais. Et donc, évidemment, il y a toujours des petits décalages, un trimestre ou deux. Alors, plusieurs questions. Un salarié qui a commencé à travailler à 16 ans, vous dites qu'il y en a une centaine par an qui partent à la retraite, est-ce qu'il partira à 59 ans S'il a cotisé 5 trimestres avant ses 16 ans, avant le dernier jour de l'année civile de ses 16 ans, il partira à 58.
À 58. Et celui qui a commencé à 17 ans partira à 60. À 60. Et alors, combien ça coûte cette mesure? Donc, c'était au départ un amendement proposé par Aurélien Pradié. Ça coûte 2 milliards ou ça coûte 10 milliards? Alors, le premier amendement que ce député avait déposé Mmh. disait il suffit. Il a retiré. Mmh. Il disait un trimestre cotisé avant 21 ans Mmh. égale carrière longue. Mmh. Mais pour cotiser un trimestre, il faut quand même le savoir, il suffit, entre guillemets, de travailler 150 heures au SMIC. Mmh. C'est-à-dire que si vous travaillez un mois à temps plein au SMIC, vous cotisez un trimestre. Mmh. Ça veut dire, avec un amendement comme celui-ci, je répète, il l'a retiré, il coûtait 10 milliards d'euros. N'importe quelle personne qui fait un job d'été un mois avant ses 21 ans serait devenue carrière longue. Ça n'a pas de sens. Mmh. Le système que nous avons proposé, plus exactement, ce que nous avons proposé pendant le débat, c'est-à-dire de tenir compte de ceux qui ont fait 5 trimestres avant 21 ans pour avoir une année de bonification, et de dire que, à condition d'avoir commencé avant tel ou tel âge, d'avoir atteint les âges légaux de départ, et d'avoir 43 années intégralement cotisées. C'est très important parce qu'il y a toujours une différence entre les trimestres cotisés et validés. Les carrières longues, ça a toujours été construit sur des trimestres cotisés et non pas sur des trimestres validés. Et donc cet ajustement proposé par la Première ministre et que j'ai défendu avant-hier, il coûte environ 700 millions d'euros. 700 millions d'euros. Alors, parce que la question qu'on se pose, vous disiez, cette réforme, elle est faite pour économiser 18 milliards par an. Elle est faite pour économiser suffisamment pour boucher le déficit en 2030 et alors justement, et payer les nouvelles mesures. Alors, et donc, la suite de cette question, c'est, avec les amendements, les dispositions que vous avez choisies, il reste combien? Et alors, avec ce que nous avons fait, le système reste équilibré entre 2030 et 2031. Oui, mais sur les 18 milliards, il reste combien par an? Zéro. Comment zéro? En fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, notre réforme, elle va générer 18 milliards d'euros. Il faut ajouter à cela le fait qu'on fait des petits bougets sur des taux de cotisation entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la Caisse assurance maladie. Donc au total, les recettes, du point de vue du système de retraite, sont légèrement supérieures à 19 milliards d'euros. Avec, nous payons le déficit de 2030, parce que là on parle de 2030. Oui, bien sûr. On paye le déficit de 2030, 13 milliards et demi, et toutes les mesures d'accompagnement, carrière longue, petite pension et pénibilité, pour un peu plus de 6 milliards d'euros. Donc ça fait l'équilibre. Ça fait l'équilibre. Alors, d'ailleurs, on parle de 2030, la clause de revoyure en 2027. Oui, elle n'a pas été adoptée. Elle n'a pas été adoptée, mais de toute façon, j'y tiens. Vous y tenez, donc ça sera sans doute peut-être adopté au Je Sénat. l'espère. Mais il y a l'élection présidentielle. Est-ce que ça veut dire que le président ou la présidente nouvellement élue pourra revenir sur cette réforme? Ce sont deux choses pourrait interrompre la réforme à 63 ans et 3 mois. Ça sera Ce sont deux choses très différentes. Ouais. Ce qu'on appelle la clause de revoyure, c'est une demande des députés de la majorité. Du Modem, notamment. Renaissance, Modem beaucoup, Horizon. Et l'objectif, c'est d'inscrire dans la loi, telle qu'elle sera votée à la fin, une disposition qui dit qu'au deuxième semestre 2027, le gouvernement, quel qu'il soit à ce moment-là, sera obligé de rendre au Parlement, à l'Assemblée et au Sénat, un rapport d'étape sur la mise en œuvre de la loi. Pour que le Parlement soit pleinement et parfaitement informé. Par contre, il y a une deuxième clause de revoyure qui est politique, c'est l'élection présidentielle. Et tout ce que fait une loi peut le défaire. Ouais. Donc effectivement, en 2027, s'il y a une nouvelle majorité et que cette majorité souhaite bloquer la mise en œuvre, voire même, pourquoi pas, revenir en arrière, c'est impossible, financièrement. Mais après tout, la nouvelle majorité sera libre de le faire. Libre de le faire, et on sera à 63 ans et 3 mois, c'est ça, en 2027, donc on pourra se stopper à ce niveau-là. Et toute nouvelle majorité fait ce qu'elle veut. Vous savez, M. Mélenchon dit, si je suis élu, on revient à 60 ans. Ça coûte 90 milliards par an. Bon courage pour les trouver. Alors, mais après tout est possible. Il y a le cas des femmes. Il y a juste de considérer que les gestes sur les carrières longues bénéficient plus aux hommes et creusent davantage l'écart entre les hommes et les femmes, parce que il y a une étude d'impact, l'étude d'impact qui indique que la génération 72, donc de femmes nées en 72, écope 9 mois de plus contre 5 mois pour les hommes, et celle de 80 de 8 mois de plus contre soit 2 fois plus pour les femmes que pour les hommes. C'est une exploitation que je qualifie parfois de dérivée de l'étude d'impact. Ouais. Quelle est la situation en réalité et quel est le principal enjeu qui nous reste à traiter? La situation, c'est que depuis toujours, l'âge effectif, on ne parle pas d'âge légal, mais de l'âge effectivement constaté au moment du départ à la retraite, des femmes a toujours été supérieur à celui des hommes. Pourquoi? Parce que les femmes sont plus exposées aux interruptions de carrière, notamment pour les grossesses, notamment pour les maternités. Nous sommes actuellement dans une situation, une période où les générations qui partent à la retraite, les générations de 60 à 64, partent globalement au même âge que les hommes. Et si on ne fait pas de réforme, on s'aperçoit qu'avec le temps, parce que le taux d'emploi des femmes progresse, que leur capacité à concilier maternité et vie professionnelle s'est améliorée, et c'est tant mieux, même s'il y a encore du chemin, progressivement, l'âge effectif
de départ à la retraite des femmes devient inférieur à celui des hommes. Progressivement, c'est-à-dire elle sera, ça se en 2030, si on ne fait rien, en 2030, les femmes partent 6 mois plus jeunes que les hommes. Avec la réforme qui est la nôtre, pas seulement notre réforme, mais notre réforme d'augmentation de l'âge légal, ainsi que l'augmentation de la durée de cotisation, la réforme de 2013, début du quinquennat de François Hollande. Cet écart de 6 mois en 2030 n'est plus que de 3 mois. Mais en 2030, les femmes partiront toujours plus jeunes que les hommes. Par contre, le vrai enjeu, c'est que quand on parle de femmes là, en réalité, on parle de mères. Parce qu'une femme qui n'a pas d'enfant n'est pas concernée. Donc il y a les trimestres complémentaires de maternité. Et on a un énorme chantier à faire autour de 2 sujets. Le premier sujet, c'est remettre de l'égalité dans ce chantier sur les droits familiaux. Pourquoi est-ce qu'une femme affiliée au régime général bénéficie de 4 trimestres dus à la maternité, alors qu'une femme affiliée au régime de la fonction publique n'en a que 2? Ça fait partie des inégalités. Et ça pourrait être discuté au Sénat? Non, parce que nous le ferons dans un autre texte. Dans le cadre de la loi... Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de 2024. Mais c'est un chantier qu'il faut ouvrir. Pourquoi? Imaginez que lorsque vous avez 3 enfants, vous avez le père et la mère ont une majoration de 10% de leur pension. J'ai découvert avec ce texte, que si jamais vous perdez un enfant jeune, à 4 ans, 5 ans, 6 ans, vous perdez le bénéfice de la majoration. C'est horrible. Donc tout ça, il faut le revoir. Et en plus, selon les régimes, l'âge en dessous duquel le décès de l'enfant vous fait perdre la majoration n'est pas le même. Donc on va le revoir. Puis il y a un autre enjeu qui est plus structurel. Donc automne prochain, PLF 2024. C'est notre système de retraite. Aujourd'hui, tout le monde dit la retraite des femmes est 30% inférieure à celle des hommes. C'est vrai. Mais ce n'est pas le système de retraite qui est injuste pour les femmes. Le système de retraite, il est construit pareil pour les hommes et pour les femmes. Par contre, le système de retraite, il calcule des pensions à partir de données. En fonction des salaires. Et ces données, ce sont les données d'une vie. La carrière professionnelle, le niveau des salaires. S'il y a des inégalités entre les femmes et les hommes toute la vie, ça donne des inégalités de retraite, et même exacerbées. Et donc, il faut faire l'égalité professionnelle femmes-hommes pour avoir l'égalité des pensions. Autre question, on a entendu tout au long des débats, encore vendredi, vous volez 2 ans de vie aux Français. Vous volez 2 ans de vie aux Français. C'est assez... D'abord, c'est violent comme... C'est très violent. Dans un pays où le départ à la retraite est le plus jeune, où l'espérance de vie est la plus longue, et où le temps passé à la retraite est le plus long d'Europe. Mais la phrase est violente, et en réalité, quand on prend le temps de la réflexion et qu'on sort du tumulte de l'Assemblée, elle vient de LFI, cette phrase, en permanence. Les mêmes qui nous disent « vous allez tuer les gens au travail », les mêmes qui m'ont qualifié d'assassin. Et on s'aperçoit que leur champ sémantique, leur champ lexical, c'est celui de la mort. C'est celui de la mort et c'est celui de la peur. Et ça participe... Et d'ailleurs, c'est pour faire peur aux gens? Aussi. Et ça participe de cette conflictualisation extrême et permanente. Alors on va revenir maintenant au parcours de ce projet de réforme. Comment vous l'envisagez et quel est le texte précis qui sera présenté au Sénat à partir du 2 mars? Nous avons transmis au Sénat, d'ores et déjà, le texte tel que le gouvernement l'a présenté à l'Assemblée nationale, identique à ce que nous avons fait au début de... Quels amendements vous insérez dans ce texte? Et nous avons gardé tous les amendements votés par l'Assemblée nationale. Je prends 2 exemples, parce qu'ils sont, à mes yeux, extrêmement importants. Lorsque vous êtes chef d'entreprise et que vous recrutez des salariés âgés, vous avez une difficulté, vous avez un risque. C'est que si vous recrutez un salarié, par exemple, de 56, 57 ans, et qu'après quelques mois chez vous, il déclenche une maladie professionnelle. Très souvent, cette maladie professionnelle, elle se déclenche parce que la personne a été exposée à des produits dangereux, par exemple, bien avant d'être chez vous. C'est votre taux de cotisation AT-MP qui est majoré. Nous allons mutualiser cela, parce que c'est pas normal que celui qui l'embauche paye tout. Tardivement paye tout. Donc ça, nous le laissons dans le texte. De la même manière que nous avons adopté des amendements présentés notamment par la majorité, qui permettent d'aller plus loin sur l'emploi des seniors, par exemple, nous allons évidemment les maintenir dans le texte. Alors, vous attendez quoi de ce débat au Sénat? Vous parliez tout à l'heure de l'attitude de la gauche. Pour vous, il peut y avoir obstruction ou pas? Les groupes de gauche... Vous redoutez une obstruction ou pas? Les groupes de gauche au Sénat ont annoncé vouloir déposer beaucoup d'amendements aussi pour ralentir l'examen du texte. Mais je sais la grande différence qu'il y a entre la gauche du Sénat, qui est une gauche républicaine, et la gauche de l'Assemblée nationale, notamment le groupe LFI. En gros, dès qu'il n'y a pas LFI, ça se passe bien? Bien, je ne sais pas, parce qu'il ne faut pas préjuger d'un débat à l'avance. Mais il y a au Sénat, quels que soient les bons, un grand respect des institutions et de la démocratie parlementaire. Alors 15 jours de débat au Sénat et après, c'est quoi? Une commission mixte paritaire, des ordonnances ou un nouveau débat et un 49.3? Une fois que le texte aura été adopté au Sénat,
La commission mixte paritaire sera réunie et cherchera un compromis entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc on précise les choses. Commission paritaire, c'est 7 députés et 7 sénateurs. Tout ça, la proportionnelle des groupes. Voilà, qui vont tenter de trouver un accord sur les principales mesures de la réforme. Et s'il y a un accord, c'est-à-dire si la commission mixte paritaire a des conclusions... Et vous y croyez à cet accord? Je l'espère. Ouais. Mais ce n'est pas le gouvernement qui siège à la CMP. Il s'agit de 7 députés et 7 sénateurs. Non, mais vu l'accord que vous avez avec LR, est-ce que vous pensez que cet accord est... Je pense que c'est possible, mais il ne faut jamais préjuger d'un débat. Et si la CMP se met d'accord, l'Assemblée puis le Sénat auront à valider par un vote les conclusions de la CMP. S'il n'y a pas d'accord, il y aura une nouvelle lecture à l'Assemblée, une nouvelle lecture au Sénat. Donc, accord, ça serait au début de la semaine du 13 mars. C'est ça. Donc, ça pourrait aboutir très rapidement. Nous verrons. Donc, sinon, en cas de désaccord, de nouveau une navette parlementaire qui devrait prendre fin le 26 mars à minuit au plus tard. Vous voulez envisager cette hypothèse ou pas? Oui, il faut envisager toutes les hypothèses. Mais il faut faire les choses les unes après les autres. Le débat au Sénat va commencer le 2 mars. Ouais. Et j'ai hâte. J'ai hâte d'être au Sénat. Vous avez hâte parce que vous dites, là, on pourra parler du fond? Je crois, oui. Hein? Je crois, oui. Et à la fois parce que c'est ça le plus intéressant et le plus important, mais aussi parce que je suis accompagné dans cette aventure législative par un cabinet et des services qui ont fait un travail absolument titanesque et que c'est aussi l'occasion, dans les débats de fond, de mettre en valeur ce travail. En cas de nouvelle lecture à l'Assemblée, est-ce qu'un 49.3 est envisageable? Je crois que nous avons dit depuis le départ avec la Première ministre non, vous dites que vous ne notre souhaitez pas. objectif n'est pas de 49.3. Mais est-ce que c'est envisageable? On continue sur cette ligne-là. Et si les députés rejetaient la réforme, est-ce que ce serait à coup sûr la dissolution? Alors, je ne me mets pas, pour le coup, je ne me mets pas dans cette hypothèse. Oui, mais c'est une question. Je pense que ça serait un sacré coup politique, mais je n'y crois pas. Un sacré coup politique, c'est-à-dire qu'il y ait un rejet. Qu'il y ait un rejet, oui, donc, mais je n'y crois donc pas. dissolution. Je n'y crois pas. Vous n'y croyez pas. Et au passage, est-ce que vous imaginez la mise en œuvre des dispositions de la réforme des retraites par ordonnance? Pour ça, il faudrait qu'il n'y ait pas d'accord entre le Sénat et l'Assemblée et qu'il n'y ait pas de vote. Je viens de vous dire, je n'y croyais pas. Alors, on s'interroge aussi sur les conséquences du débat dans le pays. En dépit de la tournure des débats à l'Assemblée, les Français soutiennent, d'après les sondages, aux 2 tiers le mouvement d'opposition à la réforme. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est parce que vous êtes mal expliqué? Est-ce que parce que la réforme est injuste, comme le disent l'opposition? La réforme n'est pas injuste, au contraire. Il n'y a jamais eu de réforme des retraites qui consacre autant des moyens dégagés au financement de mesures sociales. Pourtant, c'est le sentiment des Français. Et en fait, je pense que le sentiment des Français, il peut se comprendre. C'est une réforme qui demande un effort qui consiste à travailler plus. Ça n'a jamais été populaire, jamais. Et nous le savons. L'objectif est que cet effort soit le plus justement réparti, mais ça reste un effort et il faut le dire, l'assumer, il ne faut pas être dans le déni. C'est un effort qui est demandé pour préserver un système de solidarité et préserver la possibilité dans notre pays d'avoir des pensions qui permettent de vivre dignement sans réserver cette capacité à bien vieillir uniquement à ceux qui auraient les moyens de capitaliser. Alors, les syndicats, donc les Français, donc, ils sont en majorité contre cette réforme. Les syndicats et la NUPES appellent à mettre la France à l'arrêt le 7 mars. Est-ce que vous ne redoutez pas cette échéance? Donc, on sera au début du débat au Sénat, enfin, je ne redoute pas, mais je pense, vous voyez, que le débat que nous avons eu à l'Assemblée, en tout cas le vacarme que nous avons traversé pendant 15 jours, doit aussi conduire les organisations syndicales à réinterroger leur stratégie. C'est-à-dire? En fait, les organisations syndicales souhaitent, et je pense notamment aux organisations réformistes. Donc vous pensez notamment, enfin surtout, à la CFDT et à l'ENSA. Toutes les organisations syndicales souhaitent que le Parlement puisse se prononcer. Et même la CGT disait que ça serait bien d'avoir un vote sur l'article 7, pour savoir qui vote quoi. Et ils se sont appuyés, ou ils ont vu leurs paroles relayées, plus exactement, par des députés qui ne voulaient pas de vote, qui ne voulaient que l'obstruction. Et d'ailleurs, quand on regarde au-delà de la France insoumise, qu'on regarde toute la gauche, l'obstruction, c'est une manière de cacher la division. Il n'y en a pas un qui pense pareil. Entre Mélenchon qui dit retraite à 60 ans qui coûte 90 milliards d'euros par an, puis à côté, vous avez le droit à la paresse de Mme Rousseau, et vous avez le Parti socialiste qui ne sait pas sur quel pied danser, avec Olivier Faure qui dit retraite à 60 ans, mais avec 43 annuités. Donc commencer à travailler à 17 ans. À 17 ans, ou alors faire une machine à décote, à petite pension et à pauvreté. Et donc, ils étaient très contents de ne pas avoir à se prononcer, et de ne pas avoir à dire de la La suite, vous parlez des syndicats. Et autre aspect, les organisations syndicales, je pense notamment aux réformistes, nous disaient l'index senior, c'est pas mal, mais il faut aller plus loin. On est allé plus loin. On est passé de 300 à 50 salariés. Ça a été voté. Par contre, on a voulu durcir les sanctions. Toute la gauche a voté contre. Et à la fin, la gauche a voté avec le Front National et toute l'opposition pour supprimer l'index senior. C'est-à-dire que c'est le rejet de l'article 2. Les organisations syndicales qui sont contre le texte, et je le sais, je le répète, qui nous disaient pour beaucoup d'entre elles, l'index senior, c'est pas mal si vous le musclez, se sont appuyés sur des gens qui l'ont supprimé. Peut-être qu'à un moment, il faut revoir la tactique. Revoir la tactique. Laurent Berger, il vous a déçu?
Je n'entre pas dans des considérations de déception ou d'appréciation. Vous attendiez à ça de lui ou pas, à cette stratégie? Il s'est un peu radicalisé, Laurent Berger, ou pas? Laurent Berger, et c'est son rôle, a beaucoup insisté sur le désaccord à propos de l'âge, à propos de la durée de cotisation. Il y a d'autres sujets sur lesquels les discussions avec la CFDT avaient montré qu'il y avait des convergences. Et convergence ne signifie pas ni accord ni deal. Mais puisque vous avez négocié avec eux pendant des semaines et des semaines... Discuter plus que négocier. Négocier, oui. Est-ce que vous attendiez à ce que ça se passe comme ça sur la question de l'âge, on savait qu'il y avait un désaccord insurmontable. Mais là, il dit on va bloquer le pays quand même. J'ai eu l'occasion de le dire, c'est un mot d'ordre qu'on n'attendait pas forcément d'une organisation comme la sienne. Voilà. Et Martinez, il est égal à lui-même. Philippe Martinez. La CGT a une ligne qui est connue depuis longtemps. Qui est le pire, si je peux poser la question ainsi, dans ce conflit? C'est Martinez ou Mélenchon? Je crois que Philippe Martinez a une ligne très radicale, très dure, mais qui est toujours restée respectueuse des institutions. Oui, ce qui n'est pas le cas de Mélenchon. D'en tirer les conclusions que vous voulez. Est-ce que vous considérez, parce que c'est une question qui se pose, que Laurent Berger se désolidarisera du mouvement en cas de vote du projet de loi par le Parlement? Je n'ai pas à me prononcer à sa place. Mais vous en pensez? Non, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Puisque vous dites qu'il faut que les syndicats revoient leur stratégie. Je ne suis pas le porte-parole de Laurent Berger. Ouais. Il décidera lui-même de ce qu'il a à faire au moment temps voulu. Mais comment vous voyez la suite si le projet de loi est voté, donc la réforme des retraites sera votée, qu'est-ce qui se passe après dans le pays? D'abord, elle sera mise en application progressivement, mais pour ce qui concerne le ministère du Travail dont j'ai la charge, les sujets ne s'arrêtent pas à la réforme des retraites. Les sujets sont sur le partage de la valeur, sont sur les conditions de travail. Dans quelques jours, il me sera remis les premières conclusions des assises du travail sur les conditions et la qualité de vie au travail. Et ce sont autant de sujets sur lesquels on peut, et on continue, à discuter avec les organisations syndicales, les organisations patronales. C'est pas parce que nous sommes en conflit ou en désaccord sur un texte que nous sommes en guerre sur tous les sujets. Le 7 mars, 58% des Français sont favorables au blocage du pays. Est-ce qu'on peut se retrouver avec une France, un pays bloqué, paralysé comme en 95? Je ne crois pas, mais... Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire que vous ne croyez pas? Et je ne fais pas la météo du dialogue social. Donc, chaque chose dans le 7 mars est encore loin. Ce 7 mars, c'est après-demain, après les vacances, pour les Français qui sont en vacances. C'est quoi? C'est un barreau d'honneur, ce 7 mars? C'est une nouvelle étape de l'opposition à la réforme de nature à vous faire reculer ou pas? Reculer, non. Mais je ne fais pas la météo du dialogue social ni du climat social. Et vous dites, on ne reculera pas, je ne reculerai pas. Cette réforme doit être appliquée, elle est nécessaire, tout le monde le sait, tout le monde l'a dit. Le président de la République l'a rappelé. Et si le pays est bloqué? Je ne sais pas ce que ça veut dire un blocage. Comme en 95, on ne peut plus bouger, on ne peut plus faire le plein d'essence. Alors, autre question, la plus politique. Ce projet de réforme des retraites débouche sur des tensions au sommet chez les Républicains. Éric Ciotti a démis hier de ses fonctions Aurélien Pradié, qui était numéro 2 du parti, du fait de son hostilité à la réforme. Ciotti, il a fait peur de quoi? De responsabilité dans cette affaire? De courage politique? Je n'ai pas à me mêler ni des discussions, ni d'éventuelles tensions internes. Non, mais qu'est-ce que ça vous inspire? Tel ou tel parti. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je crois que le positionnement de M. Pradié a été parfois surprenant. Et j'ai le sentiment que beaucoup dans son camp ont considéré l'avoir beaucoup écouté, beaucoup suivi, et ne pas avoir été payé en retour. Qui plus est, quand il est encore et toujours revenu à la charge, sans jamais se satisfaire de réponses à des questions qu'il avait pourtant posées et des amendements qu'il avait pourtant co-signés. Et j'ai le sentiment... Des réponses de la part du gouvernement? Oui. Ouais. Et j'ai le sentiment que le fait qu'il s'isole et que dans l'hémicycle, ses principaux soutiens soient plutôt du côté de LFI, de LR, un peu... Il a été applaudi dans l'hémicycle. Vous citez. Voilà. Et je pense que ça a un peu crispé les choses. Mais ça relève de considérations internes. Nous, quand je dis nous, c'est la Première ministre et moi, dans ce débat-là. Nous avons évidemment échangé avec les Républicains. Mais chez les Républicains, il y a des responsables politiques qui ont été élus pour ça. Il y a 2 présidents de groupe, Bruno Retailleau au Sénat et Olivier Marleix à l'Assemblée, et un président de parti, Éric Ciotti. Évidemment, ce sont qui font le job. Ce sont des opposants, mais sur certains sujets, quand ils sont en convergence, ils le disent et on peut discuter avec eux. Et c'est avec eux que nous discutons. Mais ils font le job. Ils ont fait le job, oui. Et est-ce que LR est devenu un allié indéfectible, la béquille du gouvernement dans cette réforme des retraites? LR reste un parti d'opposition. Mais est-ce que c'est pas la béquille du gouvernement dans le cadre de cette réforme des retraites? LR est un parti d'opposition, mais avec un bureau national qui a considéré que le sens de l'intérêt du pays était de soutenir la réforme, d'avoir des exigences, mais de soutenir la réforme. C'est respectable comme démarche, ça n'en fait pas d'eux des partis de la majorité. Et le Rassemblement national dans tout cela?
C'est un parti d'opposition aussi, Mhm. qui est viscéralement opposé à la réforme. Mais est-ce Ils ont voté contre tout. Ouais. Ils ont voté contre le texte. Ils ont même déposé une motion de censure. Mhm. Ils ont voté contre chacun des amendements, chacun des articles. C'est une opposition radicale. Opposition radicale, mais comment vous jugez leur comportement dans l'hémicycle pendant ces 15 jours? Je constate, mais ce n'est pas une appréciation, ce n'est pas une évaluation. Mhm. Je constate que ce groupe avait déposé très peu d'amendements. 200, c'est ça, hein. Oui, certains disent que c'est pour se cacher et ne pas afficher leur position. Peut-être que c'est vrai. Mais la seule chose que je constate, c'est qu'ils n'étaient pas dans l'obstruction. Par contre, ils sont radicalement opposés. Nous n'avons rien en commun avec eux. Est-ce que vous dites LFI-RN, Le Pen Mélenchon, c'est blanc bonnet, bonnet blanc? Non, parce que ils sont sur des positionnements politiques différents. Mhm. Mais pour moi, ce sont deux opposants que je combats de toutes mes forces. Un second tour Mélenchon-Le Pen en 2027, vous faites quoi? Ça n'arrivera pas. Mais vous faites quoi si ça Ça arrive? n'arrivera pas. Mais si ça arrive? Ça n'arrivera pas, je vous le répète. Vous en êtes certain? Mon engagement politique, c'est de faire en sorte que ça n'arrive pas. De faire en sorte, mais si ça arrive? Mais quand on met tous les moyens, ça n'arrivera pas. Vous aurez des difficultés à voter pour l'un ou pour l'autre? Pas de scénario fiction. Alors, la députée LFI Ercilia Soudé, qui a été très active d'ailleurs comme ses collègues dans le cadre du débat sur les réformes des retraites, a été nommée vice-présidente du groupe d'études sur l'antisémitisme. C'est à l'origine d'une polémique, notamment lancée par la LICRA. Pourquoi? Parce qu'Emilia Soudé avait qualifié de déportation l'expulsion de l'avocat franco-palestinien membre du FPLP Salah Hamouri, accusé aussi d'avoir participé à un projet d'assassinat du grand rabbin d'Israël Ovadia Yosef. Et elle a aussi signé la résolution de la NUPES, Israël aparté. A-t-elle sa place comme vice-présidente du groupe d'études sur l'antisémitisme? Vous pouvez aussi l'antisémitisme? ajouter qu'elle s'affiche fièrement avec les promoteurs du fameux groupe qui s'appelle BDS. Voilà. C'est l'Assemblée nationale qui désigne. Vous en connaissez des choses, hein? C'est l'Assemblée nationale qui désigne Ouais. la composition des groupes d'études, et ce sont les groupes d'études qui désignent leur président et leur vice-président. Mmh. Donc le gouvernement n'a pas à le commenter. Mmh. Mais moi, je considère que quand on a les positionnements qu'elle a, ça rend totalement illégitime pour parler de lutte contre l'antisémitisme. Et pourquoi vous dites ça? Parce que quand on fait la promotion de mouvements comme ceux que j'ai cités, Donc notamment le BDS, hein? quand on signe des textes aussi outranciers que ceux qu'elle a signés, Mmh. ça rend difficile de dire qu'on combat l'antisémitisme. Et elle fait partie, avec d'autres, de ceux qui entretiennent, souvent avec dessein, la confusion entre ce qu'ils appellent l'antisionisme et ce que nous appelons l'antisémitisme. Justement, Robert Badinter, il était l'invité il y a quelques semaines de l'émission Les Enfants de la République sur Radio J. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dénoncé, je le cite, un antisémitisme camouflé en antisionisme provenant d'une partie de la gauche. Et il disait, derrière les attaques contre le sionisme, il y a l'antisémitisme. Donc vous faites la même analyse que lui. Vous savez, Robert Badinter, tout comme son épouse Elisabeth, font partie des figures qui font mon engagement politique. Lui, par ses combats politiques, elle, par ses combats de société. Et sa capacité à affronter les débats publics. Ce sont deux immenses personnages. Et je crois que depuis que je me souviens, depuis que je suis engagé en politique, je n'ai jamais été une seule fois en désaccord avec ce qu'il disait. C'est encore vrai. C'est des personnalités comme ça qui manquent à la gauche aujourd'hui? Certainement, mais c'est aussi la démonstration que ce qu'on appelle encore la gauche, c'est parfois perdu, justement parce qu'elle n'est plus capable de pouvoir s'appuyer sur des personnes aussi engagées que Robert et Elisabeth Badinter. Merci en tout cas Olivier Dussopt d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.